On a, pour cette transformation de business model, d'abord ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait un alignement complet de l'entreprise finalement autour de cet objectif. C'est vraiment un objectif d'entreprise, c'est important, ça ne peut pas être pris par le produit tout seul ou le business tout seul, c'est un changement qui est trop important pour que ça soit le cas. Et là, on a vraiment cet alignement depuis le leadership jusqu'aux équipes autour de cet objectif-là. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Merci de te joindre à moi aujourd'hui pour cette Product Leader Story. Donc on est très content de t'avoir. Donc tu es CPO de Mythic. Donc tu vas décrire ton parcours juste après et tes différents enjeux. Donc aujourd'hui je remplace Martin qui normalement devait t'interviewer mais qui n'est pas là. Donc voilà, c'est un plaisir de le faire à sa place. Donc merci d'être là et ce que je t'invite à faire c'est de te présenter, donner ton parcours. D'accord, bonjour et merci de m'inviter, je suis ravie d'être là aussi. Donc je m'appelle Gabrielle Glesten, je suis CPO chez Mythic depuis tout juste 6 ans maintenant. Du coup, je pilote un portefeuille d'applications de dating dont la plus connue est Mythic en France, mais aussi Match aux États-Unis, Our Time ou Disons Demain pour les célibataires de 50 ans et plus, et la petite dernière Even pour les parents célibataires. Voilà, donc je m'occupe du département produit, design, product growth aussi, depuis effectivement 6 ans. Ok, super intéressant. Qu'est-ce qui t'a amené justement à devenir CPO de Mythic ? Qu'est-ce que tu as fait avant ? Avant, j'ai occupé des rôles principalement produits en fait, et toujours dans le digital, dans différents types de secteurs, majoritairement des consumer apps. J'ai commencé chez MSN notamment, je travaillais sur des produits type MSN Search, c'était super intéressant. J'ai travaillé aussi chez leguide.com, qui était un comparateur de prix européen, une scale-up, et chez SNCF pendant 7 ans. Et chez SNCF, j'ai travaillé à la fois sur l'application principale de vente de billets de train, SNCF Connect aujourd'hui, voyagesncf.com à l'époque, mais aussi dans la partie transfo digitale. Après au siège au sein de SNCF Digital, donc un aspect un peu différent du digital mais qui était aussi riche d'enseignements. Et ensuite du coup CPO chez Mythic. Ok, très clair. Du coup on va parler de Mythic. Je pense que tu as cité quelques marques. L'idée c'est peut-être que tu me refasses que tu me repositionnes en fait Mythic aujourd'hui, que tu me reparles un peu de la marque. C'est une ancienne marque maintenant on va dire qui est toujours aussi présente aujourd'hui sur le marché du dating. Est-ce que tu normalement c'est connu, mais est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus aujourd'hui ? Bien sûr. Donc Mythic, c'est une marque pionnière du dating qui va fêter bientôt ses 25 ans et qui est là pour favoriser les connexions et les rencontres dans la vie réelle pour les célibataires qui sont prêts à s'engager. C'est une marque qui est présente dans 20 pays européens. Et on a dépassé les 10 millions de couples qui se sont rencontrés avec notre application maintenant. Ok, super clair. Donc ça c'est pour Mythic en tant que tel, et effectivement il y a un produit en fait pour les personnes on va dire 50 ans et plus, c'est ce que tu m'as dit. Qu'est-ce qui le différencie de Mythic ? Et pareil, il y a un autre produit pour les parents célibataires et un autre produit aussi dont tu as parlé. Est-ce que tu peux donner les différents points de différenciation par rapport à la marque emblématique Mythic ? Absolument. Disons Demain en France ou Our Time dans les autres pays européens et aux États-Unis, c'est une marque qui a été créée en 2017 pour les célibataires qui ont 50 ans et plus. Le secteur des 50 ans et plus dans le dating, c'est le segment qui croît le plus vite aujourd'hui. Ça a vraiment, c'est un segment qui aujourd'hui utilise les applications de dating pour se rencontrer, pour faire des rencontres de toutes sortes qui sont des rencontres romantiques mais aussi des rencontres amicales autour des intérêts partagés. C'est ce qui différencie le plus ce produit-là
de Mythique. Ok, tu sais, pardon, je me Non, permets non. de t'interrompre. Tu sais comment l'expliquer? Je trouve ça hyper intéressant. Pourquoi, en fait, chez les 50 ans et plus, il y a un boom de l'utilisation du digital aussi pour se rencontrer, particulièrement en fait sur ce segment-là? Je pense que c'est l'évolution de la société et du dating dans la société qui a... Donc le dating a 25 ans, en France en tout cas, avec la création de Mythique. Et au départ, c'était un produit qui était assez confidentiel. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. C'est le dating en France sur Mythique et puis sur toutes les autres applications de dating qui sont disponibles. C'est un produit qui est installé, établi. Aujourd'hui, on a un couple sur deux en Europe qui se rencontrent via une application de dating. Sur les moins de 35 ans, c'est effectivement 45% des moins de 35 ans qui sont inscrits sur une application de dating. Donc là, je parle des moins de 35 ans, mais c'est aussi le cas, bien sûr, des plus de 50. Donc on est sur un usage qui s'est généralisé sur toutes les tranches d'âge. Ok, très clair. Du coup, je t'ai interrompu, tu étais en train aussi de me parler des 2 autres produits, des 2 autres marques que tu gères, donc celle pour les parents célibataires et l'autre marque aussi. Alors, celle pour les parents célibataires, elle s'appelle Even. En Europe. Et c'est une marque qu'on a créée il y a 3 ans spécifiquement pour cette audience-là, qui a des besoins un petit peu différents. Donc c'est un segment particulier, mais ça vient d'un insight au départ principal, qui était celui d'assumer pleinement qu'on avait des enfants et qu'on recherchait l'amour, sans crainte d'être ghosté ou du coup désavantagé sur une app mainstream. Oui, parce que tu as un enfant et du coup ça fait peur. Voilà. Donc on peut dire sur Even qu'on a 3 enfants, expliquer à quel moment c'est plus pratique pour nous de se rencontrer, quel est son mode de garde. Voilà, ça c'est des questions qu'on partage franchement sur Even sans crainte. Ok, très clair. Et donc cette 4e marque, donc Match, est-ce que tu peux en parler aussi un petit peu plus? Voilà, on pilote depuis Paris aussi, d'un point de vue produit, l'application Match, qui est aussi une marque pionnière aux États-Unis, qui a fêté ses 30 ans, et qui est également sur le segment des célibataires qui sont prêts à s'engager dans une relation sérieuse. Et qui est pilotée du coup depuis Paris? Depuis Paris, d'un point de vue produit tech. Ok, ça marche. Du coup, on vient du coup sur l'organisation Mythique. Donc Paris gère l'ensemble des produits tech pour l'ensemble du groupe. De ce portefeuille-là de marques, absolument. Okay. Avec effectivement des squads à Paris, mais aussi des squads à Dallas aux US. D'accord, ok, très clair. Donc là à Paris, vous êtes... combien en fait pour gérer l'ensemble des produits? Alors chez Mythique, on est 250 au total dans l'entreprise. La moitié à peu près sur un département produit tech. D'accord. Donc le département produit tech, donc une grosse centaine de personnes. Quel genre de métier en fait inclus dans ce département? Alors, sur la partie produit uniquement, donc on a évidemment des product managers, des product designers, des spécialistes du CRM et des spécialistes sur le product growth. D'accord. C'est une consumer app, donc c'est B2C et pure player. Donc l'ensemble du revenu et du business généré par ces applications-là passe par les offres d'abonnement qui sont pilotées côté produit. Ok, donc tu as des designers, des product people, tu as des personnes spécialistes du marketing CRM et effectivement du growth. J'imagine que tu as des équipes aussi de développeurs. Alors bien sûr, côté tech, bien sûr, il y a des équipes de développeurs qui développent sur les 4 plateformes, desktop, web mobile, iOS et Android. Ok, très clair. Et tu as d'autres métiers aussi au sein de, je sais pas si on parle de Digital Factory ou enfin, l'ensemble de l'équipe digitale qui justement vont œuvrer aussi pour la partie produit, je sais pas, des équipes data, des équipes... Bien sûr, on est vraiment data-driven et donc on travaille avec l'équipe Data Analytics au quotidien. Alors on a une culture du test and learn, donc on A/B teste à peu près toutes les évolutions qu'on fait, soit pour réellement les tester, soit pour mesurer l'impact. Donc on a vraiment une culture du test. On travaille du coup avec l'équipe Data Analytics tout au long de la conception d'une nouvelle fonctionnalité ou d'un nouveau flow, vraiment sur la partie estimation, sizing au départ, sur le développement et sur le test. Travaille de manière très proche avec cette équipe-là au sein des squads. On travaille aussi avec des data scientists. Okay. Puisque une application de dating, c'est une application qui repose aussi sur des algorithmes de matching. Donc voilà, on travaille depuis très longtemps avec les data scientists pour construire
produit le plus performant possible. Ok, du coup intéressant. Donc là, c'est la typologie de métier qu'on peut retrouver chez vous. Vous êtes organisé comment exactement? On est organisé de manière assez classique en Ouais. squad. Ouais. Donc au sein d'une squad, on va retrouver un trinôme fort, réellement l'engineering manager, le product manager et le product designer. Et ensuite, bien sûr, les développeurs de chaque plateforme. Ok. Donc les squads sont organisés par mission ou par impact. Ok. Donc avec un objectif précis à atteindre sur une durée de temps qui peut être courte ou longue en fonction de l'objectif. Ce qui veut dire qu'un product manager, une squad en elle-même, peut travailler sur un sujet un trimestre et sur un autre sujet un trimestre plus tard. Ça nécessite d'être capable de comprendre et d'agir sur l'ensemble du flux de l'utilisateur. Ok. Du coup, tu peux donner des exemples d'impact ou c'est peut-être confidentiel Non, bien sûr. On a effectivement des squads qui vont travailler sur, par exemple, alors bien sûr sur des aspects business autour de la conversion. On va avoir des squads qui travaillent sur des dimensions trust and safety, donc vraiment autour de la confiance, la sécurité au sein de la plateforme qui est absolument clé pour une application de dating. On va avoir des squads qui vont travailler particulièrement sur comment est-ce qu'on se représente sur un profil de dating et comment on peut améliorer en permanence justement les informations et l'UX d'un profil de dating. On a des squads qui sont spécialisés sur le paiement. Aussi. Voilà, c'est ce type d'enjeu. Ok. Et donc tu disais que les enjeux pouvaient varier, hein, forcément. Comment c'est toi qui les définis? Je ne sais pas si c'est tous les ans, 2 fois par an, et du coup en fonction, je ne sais pas s'il y a une logique OKR derrière, et en fonction les squads s'emparent de ces enjeux et vont réaliser le produit aussi en fonction des enjeux qui leur sont propres. Comment ça se passe exactement? Alors on a une stratégie d'entreprise bien sûr et de cette stratégie on décline des objectifs Product Tech annuels. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne les changera pas au cours de l'année, mais ça donne un cap. Ça donne un cap et une visibilité. Alors je parle d'objectifs Product Tech parce qu'on est très vigilant à vraiment à voir les mêmes objectifs, la même stratégie et côté Product Tech, l'ensemble des objectifs, mais derrière après des meetings, des rituels, on les fait toujours ensemble pour avoir cette cohérence du début à la fin. Donc si je reviens aux objectifs, des objectifs annuels, après on fonctionne vraiment au trimestre, au quarter. Donc on va définir des objectifs pour le trimestre. C'est un moment assez important chez Mythic où l'ensemble des leaders, directeurs se rassemblent pour lister toutes les initiatives qui correspondent aux objectifs ou qui doivent être faits pour d'autres raisons de technique, de performance. On liste tout, on priorise, on vérifie que ça correspond à la capacité des équipes en face et on fait des choix. Donc voilà, ça c'est un moment important, on prend 4 heures, s'il faut qu'on en prenne 6 ou 8, on le fait, mais on veut démarrer chaque trimestre avec une liste d'objectifs qui est la mieux priorisée possible en fonction de l'impact et en fonction de la capacité des équipes. Donc du coup tu priorises, c'est la maille des initiatives en fait, enfin, tu découpes tes objectifs en initiatives, voilà. Tu les priorises, tu as une méthode de priorisation, enfin, tu m'as parlé d'impact, est-ce qu'il y a autre chose, et de capacité à faire, est-ce qu'il y a autre chose qui rentre en ligne de compte pour vous dans justement cette gestion de la priorisation? C'est essentiellement ça. C'est essentiellement ça. Et après, c'est beaucoup de discussions, effectivement, pour réussir à trouver parfois l'ordre qui fait le plus sens en fonction des dépendances aussi, mais essentiellement ça. Ouais. Justement, j'ai une question qui me vient, tu as parlé de dépendance. Comment tu les gères aujourd'hui? Est-ce que vous avez un mécanisme d'agilité à l'échelle qui vous permet justement de bien les identifier pour bien les gérer ensuite? Alors, on reste une équipe assez restreinte, donc c'est assez facile il y a une culture de collaboration qui est assez forte chez Mythic et qui permet d'échanger vraiment assez fréquemment pour capter ces éventuelles dépendances. Après, toutes les 6 semaines, il y a un release planning day où chaque équipe affiche du coup les sujets, les initiatives sur lesquelles elles vont travailler dans les 6 prochaines semaines et qui permet à chacun de prendre connaissance de l'ensemble des initiatives et d'être sûr qu'il n'y a pas de dépendance cachée qu'on n'aurait pas perçue. Ok. Et c'est toi, j'imagine, qui va aussi piloter la gestion des dépendances et qui va effectivement être un peu en hauteur pour aider les équipes aussi à prendre leur part et leur sujet, ou est-ce que tu as un rôle aussi de lead PM qui va s'intercaler pour justement aider et épauler les équipes
pour faire chapeau, on va dire, et aider à bien gérer tout ça. Oui, il y a un rôle de directeur, directrice produit d'ailleurs, et directeur de l'engineering aussi, et qui font vraiment, voilà, qui jouent vraiment ce rôle-là et qui sont plus près des équipes. Et voilà, il y a un fonctionnement assez dynamique, des équipes qui sont super autonomes et très expertes de leur sujet. Ok, d'accord, très clair. Donc vous avez un super niveau de maturité. Qu'est-ce qui vous reste à faire justement pour être encore plus mature, même si j'ai l'impression que vous êtes déjà assez mature, hein, tel que tu en parles aujourd'hui? D'un point de vue organisation produit, on essaye de se renouveler tout le temps en fonction des objectifs qu'on a et de la façon dont on veut fonctionner. On a tendance à ne pas vouloir appliquer de méthode by the book, mais vraiment à réfléchir à ce qui nous convient le mieux cette année ou ce trimestre-là et à adapter en fonction. Donc, justement, tu as parlé d'impact. Donc les équipes, quels impacts justement adressent-elles aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles gèrent? Est-ce que tu peux donner des exemples de répartition et d'objectifs adressés par tes équipes? Donc on a des squads qui vont se concentrer sur l'expérience utilisateur, sur la façon par exemple de rendre un profil encore plus authentique, plus détaillé pour que le célibataire, pour que l'utilisateur se représente mieux sur ce profil-là. On a évidemment des squads qui vont travailler sur la partie conversion et paiement, d'autres qui peuvent travailler sur un aspect sécurité et confiance pour faciliter les conversations et les interactions. Voilà, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'une squad qui travaille sur un aspect expérience utilisateur à un moment puisse travailler sur d'autres aspects type monétisation ou growth à un autre moment de l'année. D'accord, ok. Donc effectivement, elles ne sont pas ultra spécialisées, elles sont assez polyvalentes en fonction des objectifs qui sont. C'est ça. Ok, très clair. Est-ce que tu as des exemples de features récentes qui sont sorties et qui sont successful aujourd'hui, vu que vous avez une vraie culture aussi de mesurer l'impact quand vous mettez en prod? C'est ce que tu m'as dit, parce que vous êtes très épaulé par la partie data là-dessus, et c'est une vraie force aussi. Est-ce que tu as des exemples de features récentes que tu as envie de partager? On a développé récemment ce qu'on appelle les voice prompts, donc les réponses audio à une question sur son profil. C'est très intéressant parce que l'utilisateur du coup, peut enregistrer sa voix, donc non seulement il répond plus librement, mais il transmet de l'émotion dans sa réponse à travers la voix. Donc ça c'est une fonctionnalité qu'on a développée toujours dans une recherche de plus d'authenticité, plus de singularité sur un profil. C'est une fonctionnalité qui est très appréciée. On a travaillé sur autre chose aussi dans le domaine de la vidéo cette fois-ci. C'est une fonctionnalité qui est hyper intéressante, qui redonne de la spontanéité et un peu de surprise à cette expérience de dating. C'est les live speed dating. Donc tous les dimanches soirs, on a un live speed dating à partir de, je crois que c'est 7h le soir, où les utilisateurs peuvent se connecter. Ils sont de façon aléatoire ou presque, en tout cas associé à un autre célibataire avec lequel pendant 5 minutes ils vont pouvoir chatter par la voix ou par l'écrit, et au bout de 5 minutes, s'il y a un match, s'il y a une connexion, ils peuvent révéler leur profil et passer sur une conversation vidéo. Voilà. Et on a presque 20 000 célibataires tous les dimanches soirs qui se prêtent au jeu du live speed dating. C'est un bon chiffre pour vous? Oui. Ça fait partie de... Ouais, ok, super clair. Et quand vous développez justement ce type de fonctionnalité, comment tu le transposes éventuellement, en fonction de la stratégie par produit, sur tes autres produits et tes autres marques? C'est-à-dire que, mon point, pardon, je reformule, est-ce que quand vous faites des développements, c'est vraiment pour un produit en particulier, ou après tu reprends ensuite ces développements-là et tu les ajoutes aussi, peut-être en modifiant certaines choses sur, par exemple, tu as fait ça pour Mythique et tu vas le faire sur Even aussi parce que ça a du sens? Oui, c'est une bonne question en fait. On a ce parti pris réellement d'être le plus scalable possible en fait sur notre plateforme. Donc quand on a une fonctionnalité comme celle-ci, on se pose la question effectivement, est-ce qu'elle correspond à l'ensemble des audiences, parce que c'est une fonctionnalité qui parle à la fois aux 35+, aux 50+, et donc on va la développer et la mettre à disposition pour tout le monde, parfois de façon un peu différente, légèrement adaptée, mais globalement on va aller chercher la scalabilité dans ces fonctionnalités-là. C'est un bon point. Et justement, autre question qui me vient, donc tu as dit que vous étiez disponible sur une vingtaine de pays qui utilisaient aujourd'hui le produit. Comment
tu gères justement, est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui sont présentes en France et pas en Italie par exemple? Est-ce qu'il y a des choses d'un point de vue, je sais pas, réglementaire qui pourraient freiner dans un pays mais qui sont admises dans un autre? Comment tu gères les différences à l'international par rapport à ton produit? Alors même parti pris, on va chercher à avoir un produit le plus global possible. Vraiment la simplicité et finalement la vélocité de nos développements, ça va être un principe très important. Donc on va chercher à avoir le moins de différences possible par pays, parce qu'elle ne se justifie pas forcément. Mais bien sûr, on respecte la législation de chaque pays, donc il y a des différences d'un point de vue réglementaire d'un pays à un autre qu'on suit. D'accord, très clair. Mais sur l'expérience utilisateur, on essaye effectivement d'être global. Tu es sur quelque chose de vraiment très similaire entre la France, l'Espagne, enfin on est sur quelque chose, c'est exactement le copier-coller, c'est ça? D'accord, ok. Et il n'y a pas jamais eu de questionnement autour de l'utilisateur espagnol et différent sur les aspects rencontres que l'utilisateur français ou autre qui justement amènerait des différences Il y en a. Il y en a. Et entre les différentes cultures des pays européens, on ne se rencontre pas de la même manière partout. Notre enjeu à nous, c'est de créer un produit, une expérience utilisateur qui s'adapte à tous. Ok, d'accord. Ça sera utilisé différemment d'un pays à un autre, mais le produit est semblable. Je comprends le parti pris. Et autre question, du coup justement dans la réflexion que vous menez, donc tu m'as parlé d'un trinôme, tech, produit et design, pour réfléchir à des nouvelles idées, à des nouvelles fonctionnalités en fonction des initiatives qui elles-mêmes répondent à des objectifs, comment se mène justement cette démarche d'exploration à trois avant justement de t'occuper du delivery et de mettre en prod la nouvelle feature? C'est quoi votre démarche? Alors, ça va évidemment dépendre des initiatives. On a des initiatives qui vont demander plus d'exploration, plus de discovery, et certaines pas du tout. Donc, on s'adapte aussi à l'enjeu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire de manière très rapide, ou est-ce qu'au contraire, on est sur un sujet plutôt sur un temps long, on va se donner le temps de l'exploration. On travaille avec des researchers, et donc on a des phases d'exploration, et c'est ça qui est aussi passionnant avec ce monde de dating, c'est que on s'intéresse à la façon dont les utilisateurs se rencontrent, à ce qui fait un bon profil, à ce qui crée une bonne conversation, un bon icebreaker. Donc voilà, ça c'est des sujets qu'on étudie en permanence, notamment aussi avec les départements brand et marketing, pour saisir les signaux faibles et les tendances, et après réfléchir à ce qu'on va pouvoir implémenter dans l'application. Gabrielle, tu m'as parlé justement d'un gros changement stratégique que vous avez opéré il y a maintenant quelques temps. C'est un changement autour du business model de Meetic. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Ça a été une transformation assez longue et très ambitieuse de transformation de notre business model, depuis un modèle payant jusqu'à un modèle freemium. Ça a mobilisé l'ensemble de l'entreprise et des équipes autour de ce challenge-là. Donc pour rentrer un peu dans les détails, historiquement, le business model de Meetic, c'est un modèle payant. Pour envoyer un message ou pour répondre à un message, donc pour avoir une conversation, l'utilisateur devait prendre un abonnement. Ça a très bien fonctionné pendant des années. En 2013, Tinder est arrivé sur le marché avec bien sûr à la fois l'aspect mobile, le swipe, et le modèle freemium. Ce que ça changeait, c'est que deux utilisateurs avec un mutual match pouvaient avoir une conversation gratuite. Et c'est important dans un modèle de dating, puisque ça signifie que des utilisateurs qui ne prennent pas d'abonnement restent sur la plateforme, continuent à être actifs, à s'engager, et le volume d'utilisateurs actifs dans une application de dating, c'est absolument clé. Pendant longtemps, ça n'a pas forcément bouleversé le modèle de Meetic, puisqu'on travaillait justement sur cette communauté d'utilisateurs engagés, abonnés et toujours très satisfaits. Mais petit à petit, on a senti que ça s'est fait au fil du temps. On avait une érosion au début du parcours des utilisateurs pour lesquels ce modèle payant faisait de moins en moins sens. Donc plus de churn, tout simplement. Okay. Voilà, ça s'est accentué au fil du temps jusqu'à ce qu'on se dise que changer de business model devenait un vrai sujet stratégique et qu'il allait falloir s'attaquer à ce chantier-là. Ce qui est assez inconfortable quand on est
un business comme celui de Mythique, mature, voilà, et assez installé. Bon, ceci dit, on a une culture de la transformation et c'est pour ça aussi voilà, qu'on est là 25 ans après. Donc, on a pris ce chantier-là à bras-le-corps pour transformer le business model. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup quel a été le cheminement exact en fait de on va dire la première réflexion, première tentative jusqu'au modèle que vous avez aujourd'hui? D'accord. On a, pour cette transformation de business model, d'abord ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait un alignement complet de l'entreprise finalement autour de cet objectif. C'est vraiment un objectif d'entreprise, c'est important. Ça ne peut pas être pris par le produit tout seul ou le business tout seul. C'est un changement qui est trop important pour que ça soit le cas. Et là, on a vraiment cet alignement depuis le leadership jusqu'aux équipes autour de cet objectif-là. Notre première tentative, et on le verra après, elle va s'avérer ne pas être la bonne, mais on a beaucoup appris à travers cette tentative-là. On a essayé un modèle qui était partiellement freemium, puisqu'on est parti du principe qu'on allait y aller par étapes pour mesurer et apprendre au fur et à mesure. Donc on a mis en place un système où, pour rentrer un petit peu dans le fonctionnement de l'application, l'utilisateur qui envoyait le premier message d'une conversation, lui, devait avoir un abonnement payant. En revanche, pour répondre, on n'avait pas besoin d'un abonnement. Donc voilà. Et on a le premier qui a envoyé le message qui, lui, avait un abonnement. En revanche, après, ça ouvrait une conversation. Ça ouvrait, voilà, qui, du coup, était, entre guillemets, gratuite pour l'utilisateur B. Donc ça, c'est un modèle, une fois qu'on l'a mis en place, qui a très bien fonctionné d'un point de vue des conversations. On a augmenté les conversations de plus de 50%, ce qui est absolument énorme. On a amélioré la rétention aussi. Mais on est arrivé sur un modèle qui, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il était, alors d'un point de vue business, stable. Business, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires finalement était similaire par rapport à un modèle complètement par abonnement que vous aviez. Voilà, mais c'était un business model qui était en tout cas un écosystème qui devenait déséquilibré, avec des utilisateurs qui payent, des utilisateurs qui ne payent pas, des utilisateurs qui envoient des messages et les autres qui les trient et qui y répondent. Et ça, c'était un écosystème finalement déséquilibré qui ne nous paraissait pas être suffisamment porteur pour l'avenir. Quand on change un business model, en tout cas dans une entreprise comme la nôtre, on veut que ça nous porte et on veut que derrière, ça permette justement d'aller chercher de la croissance pour les 3-5 prochaines années. Donc on a assez vite senti que ce business model-là, il n'était pas scalable sur l'ensemble de nos pays et pour les années à venir. Et on a compris que la scalabilité, en plus, absolument, elle était forte. C'était un gros enjeu et un gros choix de votre côté. Donc voilà, on s'est posé après ce changement-là. On s'est retrouvé dans une situation qui n'était pas forcément idéale avec deux business models à maintenir en fonction des zones géographiques, ce qui fait qu'assez rapidement, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille chercher le cran d'après. Comment on a fait après? En fait, on a assumé le fait que passer à du freemium ouvrait des conversations gratuites. Donc de toute façon, ça allait avoir un impact sur la conversion et sur le revenu. Donc ce qu'il fallait, c'est qu'on compense ça par plus de valeur. Et on a réfléchi à la valeur qu'on pouvait apporter en plus aux utilisateurs. Et on a travaillé des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, des fonctionnalités d'anti-ghosting qui sont hyper appréciées, qui permettent d'avoir une réponse en fait à ces conversations. Juste pour faire un petit focus là-dessus, comment tu empêches le ghost en fait c'est une petite parenthèse, tu reprendras après effectivement cette histoire de changement de business model, mais parce que je trouve ça assez intéressant aussi parce que j'ai l'impression que c'est clé quand on parle avec un entourage en fait. Le ghosting, on sait que c'est un phénomène aujourd'hui qui est hyper présent et qui est aussi un vrai pain point, j'imagine, pour des utilisateurs qui eux veulent s'engager dans une histoire. Comment toi tu t'as mis en place et elle relève de quoi en fait cette fonctionnalité anti-ghosting? La fonctionnalité d'anti-ghosting, elle permet à un utilisateur d'envoyer finalement la question: veux-tu poursuivre cette conversation à l'autre utilisateur? Et donc quand il va se reconnecter à son application, il va avoir un layer avec cette question-là qui va lui permettre très simplement de dire oui, je veux poursuivre, non, je ne veux pas poursuivre. Et au moins l'utilisateur a une réponse. Parce que c'est ça qui compte. C'est d'avoir une réponse et de pouvoir se dire ok, cette conversation elle est finie, je la classe et je passe à la suivante. Donc ça, c'est une fonctionnalité vraiment intéressante qui a apporté de la valeur. On a retravaillé des boosts, des filtres hyper avancés.
donc qui amène beaucoup de pertinence. On a travaillé un abonnement à la semaine pour des utilisateurs cette fois-ci voilà, moins engagés, qui voulaient tester l'application mais sur une plus courte durée. Ok. Et donc toute cette valeur supplémentaire qu'on a créée, on l'a sortie en même temps que le freemium. Et ce qu'on perdait d'un côté, on le gagnait de l'autre. Et donc ça a permis de compenser les effets. Et au final, bon, voilà, ça a fonctionné, même plus qu'espéré, puisqu'on a à la fois on a amélioré à la fois le nombre de conversations, mais aussi le revenu par utilisateur. Ok. Ça, du coup, cette transformation, elle a commencé quand? Juste pour situer aussi dans le temps cette transformation, quand est-ce que tu as commencé et quand est-ce que vous avez terminé justement? Entre les différents essais, réflexions et finalement cette dernière version, on a mis 2 ans. D'accord, ok. C'est du temps long, c'est du temps long et je sais que c'est on parle beaucoup de vitesse dans le produit et à certains moments, il y a vraiment des sujets effectivement de rapidité pour être au rendez-vous sur le marché face à la compétition. Il y a d'autres sujets comme ceux-là où il faut prendre le temps parce qu'on a besoin à la fois d'avoir une phase d'étude qui est vraiment très poussée, c'est très structurant, il faut prendre le temps d'analyser les résultats et de vraiment comprendre avant de pouvoir itérer, donc ouais, c'est du temps long sur ce type de sujet. Ok, donc aujourd'hui c'est un vrai succès aussi d'avoir changé tout ça. Ok, très clair. On va peut-être parler d'intelligence artificielle si ça te va. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous vous situez côté Mythic aujourd'hui sur ces sujets plus d'actualité et comment ça transparaît aussi dans votre dynamique produit? D'accord, sur l'IA, alors étant une application de dating, vraiment l'application, l'expérience repose sur des algorithmes de matching. Donc depuis très longtemps, on travaille sur de l'IA, on travaille avec les data scientists pour améliorer notre expérience et avoir un produit le plus performant possible pour nos utilisateurs. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau pour nous. Bien sûr, après, on réfléchit à la manière dont maintenant on peut aller plus loin dans notre expérience en utilisant l'IA. On réfléchit de 2 manières. On réfléchit à comment l'IA peut aider l'utilisateur à mieux exprimer qui il est. C'est pas facile de créer un profil de dating, c'est pas facile de choisir la bonne photo, d'écrire, de répondre à des questions, de décrire qui on est, de décrire ses passions, c'est pas simple. Et là, l'IA peut aider, peut donner des conseils, sans jamais se substituer à l'utilisateur. Hein. Le but, c'est absolument pas de parler à sa place ou d'écrire à sa place, encore moins. Mais on peut aider dans ces phases de création du profil. On peut aider aussi en donnant des icebreakers pour une conversation, encore une fois, sans jamais parler à la place de l'utilisateur. Et justement, dans vos initiatives IA, pour aller un peu plus dans le détail, donc voilà, tu as donné des exemples sur la création du profil, etc. Est-ce que tu peux justement aller un peu plus loin dans les exemples concrets que vous pouvez, et les solutions concrètes à base IA que vous pourrez apporter demain aux utilisateurs? Oui, il y a quelques semaines maintenant, on a fait un hackathon. Alors c'est une tradition chez Mythic, hein. On a un hackathon 1 ou 2 fois par an où les équipes s'investissent à fond pendant 2 jours. Là, le thème, c'était vraiment réinventer le dating. Et le projet gagnant est assez intéressant, basé complètement sur de l'IA, et qui permet à un utilisateur d'avoir une conversation avec une IA, uniquement à la voix, pour créer son profil et pour détecter un profil qui est à la fois plus émotionnel, qui tient compte du style de communication, qui vient capter des informations et des traits de caractère qui passent plus difficilement à l'écrit ou peut-être que l'utilisateur n'aurait pas dit lui-même. Donc voilà, ça c'est un projet qui est très intéressant parce que derrière il permet aussi de faire du matching sur des critères différents qui ne sont pas uniquement la photo ou les points communs. Donc voilà, je pense qu'on va poursuivre dans cette voie-là, mais il y a plein de choses à inventer. Ah bien sûr, ouais. Ok, super intéressant. Donc j'imagine que derrière vous, votre roadmap de fin d'année 2026, l'IA et 2027, l'IA a une place prépondérante aussi dans les objectifs et les initiatives que vous allez développer côté produit. Alors c'est pas centré autour de l'IA parce que notre sujet c'est d'améliorer l'expérience et de répondre aux enjeux de dating fatigue ou des pain points et des problématiques qui existent aujourd'hui sur les applications de dating, sur Mythic et sur les autres. Si l'IA peut aider, tant mieux, mais c'est pas une volonté en soi. D'accord, c'est un moyen. C'est un moyen, bien sûr.
Du coup, Gabrielle, c'est quoi les prochains sujets que toi, en tant que CPO et derrière tes équipes produits, vont adresser? C'est quoi les sujets de ta roadmap sur lesquels vous allez travailler dans les prochains temps? Alors, je parlais de la transformation du business model. Évidemment, même si ça s'est achevé, il reste beaucoup à itérer pour améliorer ce modèle-là et pour continuer dans cette voie du freemium. Ça, c'est un des sujets, très clairement. On a un deuxième sujet qui est en ce moment très structurant et qui mobilise complètement les équipes. On travaille à rapprocher les applications Match aux États-Unis et Mythic en Europe pour créer un produit global. Alors, bien sûr, totalement transparent pour l'utilisateur, mais une plateforme unique qui opère ces deux produits-là. C'est plus un sujet tech, en fait, de réunir en fait, les socles techniques des deux applications. C'est aussi un sujet d'expérience. C'est beaucoup un projet tech, mais c'est aussi un sujet d'expérience parce qu'effectivement, on fusionne ces deux applications pour proposer une expérience utilisateur unique. Tout en gardant, bien sûr, les fonctionnalités, la marque, pas de changement très visible pour l'utilisateur. D'accord. Et dans les autres sujets, on travaille constamment à être plus pertinent pour chaque audience. On parlait au début de cet entretien de Mythic, de 10 ans demain, de Even. Donc on réfléchit à quelles sont les fonctionnalités qui permettent d'être encore plus pertinents et de mieux répondre aux besoins assez uniques qu'ont chacune de ces cibles-là. Je me posais la question, Gabrielle, les KPIs clés majeures que vous suivez justement pour mesurer le succès d'utilisation de vos produits, quels sont-ils aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question. Il y a une spécificité sur un produit de dating. Un utilisateur heureux qui a fait une belle rencontre, qui a rencontré l'amour, c'est tout ce qu'on souhaite, naturellement, il va quitter l'application. Un utilisateur malheureux qui ne fait pas de rencontre va quitter l'application aussi. Ce qui fait que la rétention, dans le sens vraiment la durée d'usage du produit par l'utilisateur, est pas un KPI qui fait tellement sens pour nous. Okay. On va plutôt travailler autour de l'engagement, en fait, du taux d'interaction, du taux de like, du nombre de conversations. Notre KPI ultime, notre North Star, c'est la date. C'est le nombre d'utilisateurs qui a eu au moins une date dans le mois écoulé. Ok, d'accord. Très clair. Et le nombre de couples aussi, j'imagine, c'est aussi un des indicateurs que vous suivez de combien de couples grâce à l'application. Absolument. Et on a 10 millions de couples qui se sont formés sur notre app depuis le début, depuis les 25 ans. Ok, d'accord, très clair. Avec plein de témoignages de ce qu'on appelle nos success couples. Que vous mettez d'ailleurs en avant, j'imagine, dans vos supports de communication et même sur le produit. Sur la home, on a effectivement les success stories. Toujours des belles histoires. C'est ce qui fait la saveur, franchement, de ce produit qui est un peu particulier parce qu'il est intime, il est émotionnel et c'est une mission qui est assez particulière de faire se rencontrer les gens et de créer des histoires d'amour. Ok, très clair. Merci beaucoup, Gabrielle. Un grand merci de t'être prêtée à cet exercice qui n'est pas toujours évident. On suit de près les évolutions du produit. Et je te dis à très vite, du coup. À très vite. Merci encore. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite, telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!